Bonjour à tous, vidéo explicative pour la fin de ce chapitre sur la structure et la polarité d'une entité chimique. Chapitre 5. On était resté à la structure de Lewis la semaine dernière. On va attaquer la deuxième partie de ce chapitre avec la géométrie des molécules. Donc la structure de Lewis, le schéma de Lewis nous sert justement à comprendre la géométrie des molécules avec une méthode qu'on appelle la VSEPR. Alors je vous épargnerai avec mon accent anglais ce que ça veut dire. En gros, c'est la répulsion des paires électroniques sur les couches de valence. Donc on va remplir ce cours. Alors, cette méthode donc VSEPR va permettre de prévoir la géométrie de la molécule dans l'espace. Donc il va s'agir de trouver l'arrangement spatial qui minimise la répulsion électrique exercée par les doublets, les uns sur les autres. Donc je vous ai remis une phrase pour expliquer un petit peu tout ça. Cette méthode, en fait, pour prévoir la géométrie des molécules, l'idée c'est finalement que les doublets liants et les doublets non liants se repoussent. Ah oui, parce qu'un doublet, c'est un doublet d'électrons. Les électrons, c'est donc chargé négativement. Alors, ils s'attachent entre eux, les doublets, liants ou non liants, mais entre doublets, liants ou non liants, ils vont se repousser comme deux aimants négatifs se repoussent. Donc, les doublets d'électrons, liants ou non, vont se repousser, donc se repoussent. Ils se positionnent dans l'espace de sorte qu'ils soient le plus éloignés possible les uns des autres. C'est la nature. Si ils se repoussent, eh bien, ils vont s'éloigner le plus possible, c'est logique. On va étudier des cas très simples dans ce cours, évidemment, même si on va aller sur des exos un peu plus compliqués. En fait, il s'agit d'écarter au maximum la distance entre les doublets, liants ou non liants, et ça en 3 dimensions. Alors, première partie, la répartition la plus stable autour d'un atome qui possède 4 doublets indépendants correspond à la géométrie d'un tétraèdre. La répartition autour de l'atome central est alors tridimensionnelle. On le verra dans le tableau page 7 tout à l'heure, mais dans l'espace, lorsque vous avez 4 liaisons, eh bien, vous avez donc un angle à peu près de 100, je crois que c'est 106 degrés, un truc comme ça, 106 degrés entre chacun des doublets. Voilà. Donc cette géométrie rentre très bien dans un tétraèdre, je ne sais pas si vous voyez avec le cube qui est là. Donc ça c'est vraiment la géométrie assez courante dans les molécules qu'on va voir cette année. Deuxième type de forme géométrique, une formation très stable autour d'un atome qui a par exemple une double liaison et 2 liaisons simples. Pas de doublé non liant, ça correspond à la forme géométrique d'un triangle en fait. Et l'agencement est dans un plan, alors que tout à l'heure on était dans l'espace. Voilà, donc c'est très classique, là aussi on va le voir. Alors là je vous parle que de liaisons covalentes, soit double, soit simple. Petite remarque importante, lorsqu'une molécule possède une liaison covalente double ou triple même, eh bien pour la géométrie de la molécule ça ne change rien. Il s'agit comme s'il y avait un seul doublet d'électrons, liant ou non liant d'ailleurs. Alors dans le tableau, je vous ai des tableaux très bien faits que j'avais pris l'an dernier en première S, qui nous permettent donc de prévoir la géométrie. Donc ce tableau, il faut le savoir. Il faut savoir que quand vous avez 4 liaisons simples, c'est un modèle tétraédrique, comme la molécule de méthane, CH4. Donc là, on le voit mieux, le tétraèdre ici. Lorsque vous avez par exemple 3 liaisons simples et un doublet non liant, c'est un tétraèdre également, mais à base pyramidale. Donc en fait, on n'est pas sur un mode triangle, même s'il n'y a que 3 liaisons covalentes, parce qu'en fait, l'atome central d'azote, il a un doublet non liant qui compte pour un doublet, et donc qui va se repousser avec les doublets liants. Donc vous avez exactement la même structure, mais
avec une molécule pyramidale, ce qu'on appelle un tétraèdre à base pyramidale. Autre exemple, la molécule d'eau, très classique, je vous en avais parlé. On est sur une molécule plane et coudée. Alors pourquoi? Mais parce qu'en fait, l'atome d'oxygène a lui aussi deux doublés non liants. Hein, vous les voyez ici et là, voilà, et ils ont leur place. Et donc ça rentre dans une pyramide, hein, comme un tétraèdre, mais la molécule en elle-même sera considérée comme une molécule plane coudée. Et enfin, pour, euh, pour justifier l'exemple d'une structure en triangle, le méthanal, CH2O, avec une double liaison ici sur l'oxygène et le carbone. Vous avez donc une liaison double et deux liaisons simples, ça fait donc trois doublets, entre guillemets, parce que la double liaison compte pour un finalement. Et là, vous avez dans le plan une molécule plane triangulaire. Voilà, donc ces quatre formes géométriques voilà, représentent la majeure partie de ce que vous allez avoir, à peu près 80%. Il y a d'autres formes géométriques que vous verrez peut-être après le bac. En dernière partie de ce cours, finalement, la géométrie, vous allez le voir sur les exos, c'est assez simple. Deuxième partie, un peu plus compliquée, sur la polarité des molécules. Alors, l'électronégativité, pour commencer, d'un atome. Alors, l'électronégativité, c'est assez nouveau pour vous. C'est une grandeur qui est relative, donc sans unité, qui est notée xi, voilà, le x là un peu bizarre, et qui traduit l'aptitude d'un atome à attirer à lui le doublet d'électrons qu'il associe à un autre atome B par une liaison covalente. Donc finalement, vous allez avoir une échelle de Pauling. Là, on le voit, je vous l'ai mis là. L'échelle de Pauling, en fait, c'est un tableau, comme un tableau périodique, avec justement cette capacité qu'a chaque atome d'attirer l'électron de la liaison covalente. Donc c'est une valeur sans unité, une valeur qui augmente, on le voit lorsqu'on va de gauche à droite, hein, sur une même ligne, et lorsqu'on va de bas vers le haut. Je peux vous mettre, voilà. Donc quand on se déplace comme ça augmente, et lorsque dans une même colonne, ça augmente comme ça, de bas vers le haut. Alors à quoi ça va nous servir? Donc déjà, savoir que ce que c'est que l'électronégativité, c'est en fait cette tendance à attirer le doublet d'électrons. Alors, dans une liaison, justement, est-ce qu'on va avoir une polarisation? Est-ce qu'on va avoir un déplacement des électrons de la liaison covalente? Alors, une liaison entre deux atomes est polarisée lorsqu'elle relie deux atomes ayant une différence moyenne à forte, c'est-à-dire entre 0,4 et 2. Donc on va faire la différence, donc on va prendre par exemple le carbone et l'hydrogène, on va regarder est-ce que la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 2. Si c'est le cas, alors il va y avoir une polarisation de la liaison. Et on va noter eh bien, ce déplacement des électrons, ça va provoquer, un peu comme dans la petite boule d'aluminium lorsqu'on parlait d'électrisation, ça va déplacer les charges. On va parler de charges partielles négatives, notées, donc notées delta moins ici, et de charges partielles positives, notées delta plus. En fait, ici, on a B qui va attirer à lui le doublet d'électrons, donc il y aura plus de charges négatives du côté de B, parce qu'il est plus électronégatif, donc delta moins, et delta plus pour l'atome A. Donc concrètement, lorsque vous avez des exemples ici, vous avez le chlore. Alors, le chlore, il adore les électrons, donc il sera chargé delta moins et le carbone delta plus. Alors ces charges partielles, en fait, c'est une partie, une fraction de la charge élémentaire E. E étant une charge élémentaire, donc la plus petite possible. Alors, en fait, c'est un déplacement de cette charge élémentaire vers un atome ou un autre. Et donc, il y a un certain pourcentage, un petit peu. Bah, tiens, le chlore va avoir plus 80% de la charge E, alors que le carbone n'en a que 20%. Plus la différence d'électronégativité entre les atomes est importante, et plus la liaison est polarisée, et plus les charges partielles sont élevées, bien sûr. Le chlore, qui est très électronégatif,
va lui attirer à 80% par exemple. D'accord? Alors, dernière page sur cette électronégativité, c'est finalement essayer de prévoir un petit peu la polarité d'une liaison. Est-ce qu'une liaison est polaire ou pas? Et pour ça, donc, on va regarder un petit peu plus en détail la polarisation d'une liaison. Donc une liaison polarisée va constituer un dipôle électrique, un peu comme la boule dans l'électrisation dans le chapitre précédent. Et ça va être représenté par un vecteur. Voilà. Par un vecteur qu'on appelle le moment dipolaire. C'est un nom un peu compliqué. Vous n'avez qu'à retenir un vecteur, d'accord, qui va, alors le vecteur est collinéaire à la liaison et orienté du moins vers le plus. Voilà. Un peu comme ça, là, sur le schéma ici. Si, voilà, c'est tout. Voilà. Donc on va faire un vecteur qui indique la polarisation de la liaison. Petite remarque importante, si la différence d'électronégativité est trop grande, donc si on dépasse 2, alors le doublet est trop capté, enfin est trop déplacé vers un atome plutôt que l'autre, et donc on va dire que la liaison elle est ionique, et donc finalement ben, on a des ions comme Na+, Cl-, NaCl très rapidement n'est plus une liaison covalente mais une liaison ionique. Alors justement, comment faire pour prévoir cette polarité? Donc certains liquides, on a fait l'expérience, je vous ai remis la photo, l'expérience de l'eau qui était polarisée. Ben, quand on approche un tube qui est frotté comme on l'a fait, on a pu déplacer le filet d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine polarisation possible dans la molécule d'eau. C'est ce qu'on va expliquer ici. Donc certains liquides sont attirés par des matériaux chargés. Ces liquides sont constitués de molécules polaires. Si la molécule est polarisable, alors on dit que la molécule est polaire. Le caractère polaire ou non d'une molécule dépend de la présence de liaisons polaires, mais aussi de la géométrie de la molécule. Vous pouvez très bien avoir une molécule qui n'a aucune liaison polaire, aucune liaison polarisable, donc la molécule n'est pas polaire, et vous pouvez avoir des molécules qui ont des liaisons polarisables, mais l'ensemble, la géométrie de la molécule va faire que l'ensemble n'est pas polaire. Voilà. On va regarder ça dans les exemples juste après. Alors, le caractère polaire ou non d'une molécule donc, dépend du fait qu'il y ait des liaisons polarisées, mais aussi de la géométrie. Donc ça, c'est deux points importants. On dira qu'une molécule est polaire lorsque la somme géométrique, donc la somme vectorielle des vecteurs moments dipolaires associés à chaque liaison polarisée, donc l'ensemble est, donc il n'y a pas beaucoup de place, il faut marquer non nul. Si la molécule a finalement une somme vectorielle qui est nulle, alors la molécule n'est pas polaire et elle est dite ici apolaire. Donc si la molécule n'est pas polaire, elle est apolaire, et elle est apolaire quand? Lorsque la somme des vecteurs est égale à un vecteur nul. Exemple, ici, vous avez la molécule d'eau. La molécule d'eau, on sait qu'elle est polaire parce qu'elle est déviée par un bâton polarisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre l'oxygène et l'azote, entre l'oxygène et l'hydrogène, vous allez avoir une différence assez importante. Si vous reprenez l'échelle de Pauling, l'oxygène est à 3,4 et l'hydrogène à 2,2. Donc vous avez 1,2 de différence. Donc c'est polarisé. Donc vous allez avoir un vecteur P1 ici entre O et H, du moins vers le plus. Pareil ici, entre O et H. Vous allez avoir deux vecteurs. Si vous faites cette somme vectorielle, vous allez obtenir un vecteur global qui n'est pas nul ici. Vous voyez, P il n'est pas nul. Donc si P n'est pas nul, alors la molécule elle est polaire, tout simplement. Exemple ici, la molécule de dioxyde de carbone, vous allez avoir entre oxygène et carbone, alors il y a combien d'écart 3,4 moins 2,6, 0,8. Ah, 0,8 c'est polarisable. C'est-à-dire que les liaisons ici sont polarisables d'un côté et de l'autre, mais si vous faites la somme géométrique de P1 et P2,
eh bien vous allez avoir 0. C'est-à-dire que dans la molécule de dioxyde de carbone, vous avez des liaisons qui sont polarisables, mais l'ensemble, du fait de la géométrie de la molécule, l'ensemble vectoriel est nul. Donc la molécule est apolaire. Vous pouvez toujours rapprocher un bâton, vous n'allez rien attirer du tout. Ok. Donc vous avez pas mal d'exemples dans les exercices que je vous ai donnés. On se fait un petit exemple ici avec la molécule d'ammoniac NH3. Est-ce qu'elle est polaire ou est-ce qu'elle est apolaire? Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Moi, je vais corriger maintenant, du coup. Alors, voici donc la correction de cet exemple-là. Est-ce que la molécule d'ammoniac est polaire ou pas? Pour savoir si elle est polaire ou pas, il faut déjà connaître sa géométrie. Et pour connaître sa géométrie, il faut déjà connaître un petit peu comment est N. Alors là, il faut en fait avoir le schéma de Lewis. Donc, le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac, c'est NH3 avec un doublet. Donc on peut voir ici qu'il y a 3 doublets liants et un doublet non liant. Et donc on va avoir 4 doublets. Donc c'est un tétraèdre à base pyramidale. Donc vous allez avoir ici N qui est comme ça, avec un H derrière, un H devant et un H sur le côté. Vous allez avoir donc une base pyramidale. Et là, vous allez avoir un espace ici pour, alors je mets une petite bulle comme ça, là, on fait ça, pour le doublet d'électrons. Voilà. Donc le doublet le doublet non liant va repousser les doublets liants qui sont ici. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, il faut regarder si la liaison NH, elle est polarisable. Eh bien, vous regardez sur l'échelle de Pauling, N, je suis en train de le faire en direct, N est à 3, je crois, un truc comme ça, H est à 2,2, vous avez une différence de 0,8. Eh bien oui, c'est polarisable. Vous allez avoir donc des vecteurs ici qui vont être orientés du moins vers le plus, donc un vecteur ici, un vecteur là, et un autre vecteur ici. Et si vous faites la somme vectorielle de ces trois vecteurs qui descendent vers le bas, je vous fais ça en bleu, vous allez avoir un vecteur qui va être vers le bas, vecteur P, qui va être la somme des vecteurs P1 ici, P2 ici, et P3 ici. Donc la somme vectorielle n'est pas nulle. On a un vecteur P qui vaut quelque chose. Voilà. Conclusion, la molécule NH3 est polaire. Voilà, vous avez quelques exos dans le chapitre pour vous entraîner à ça. Voilà, j'espère que vous avez donc compris tout ça. Exercice plus correction par vidéo à suivre. Et une classe virtuelle vendredi 10 avril si vous le souhaitez pour poser des questions. A bientôt pour de nouvelles vidéos et bon courage.